9 janvier, Stalingrad. Il faut tenir jusqu'à la dernière balle, déclare le général Paulus. « 23 janvier, Libye, les Britanniques entrent à Tripoli. Le 5 janvier commence la contre-offensive soviétique dans le Caucase. Simultanément au nord, dans la région de Leningrad, débute l'opération qui a pour objectif de rompre l'encerclement de la ville. Une partie des troupes allemandes a été déplacée à Stalingrad et, en une semaine, l'armée rouge ouvre un couloir qui permet enfin de ravitailler Leningrad par voie terrestre. À Stalingrad, l'armée allemande tente de repousser l'armée rouge vers le fleuve. En même temps, elle est de plus en plus menacée à l'est, mais aussi au nord et au sud. De jour en jour, la situation de la 6e armée allemande devient de plus en plus critique. Outre la faim, c'est le froid qui décime l'armée de Paulus. Le 8 janvier, l'état-major soviétique propose la capitulation. Le général Paulus refuse. Le lendemain, débute l'assaut décisif, méticuleusement préparé du front du Don. Au fur et à mesure que le territoire contrôlé par les Allemands diminue, les possibilités de ravitaillement par la Luftwaffe de la 6e armée s'amenuisent. Le 17 janvier, les Soviétiques contrôlent déjà la moitié de la ville, dont un des aéroports allemands. Le dernier avion de transport allemand se pose le 23 janvier. 3 jours plus tard, la jonction des armées soviétiques coupe la 6e armée en deux. Le sort de l'armée allemande est scellé. Le 31 janvier, la situation devient intenable. Les zones sud, puis nord de la ville sont prises par l'armée rouge. Les derniers combattants allemands se rendent. 2 jours plus tard, c'est le groupement du Nord qui capitule. Stalingrad a englouti plus de 20 divisions allemandes, 3 divisions blindées, 17 divisions d'infanterie et une division d'artillerie antiaérienne, sans compter des divisions des pays de l'Axe, dont une division de cavalerie et une d'infanterie roumaine, ainsi qu'un bataillon croate. Sur les 230 000 hommes que comptait la 6e armée allemande, plus des 2/3 trouvent la mort à Stalingrad. Le 30 janvier, Hitler avait élevé le général Paulus à la dignité de feldmaréchal, en espérant que cet honneur l'empêcherait de se rendre. En vain. Le 31 janvier, Paulus capitule. 1 an plus tard, il fera partie du Comité national Allemagne libre, créé sous l'égide de l'Union soviétique. L'armée rouge capture également 23 généraux allemands. Stalingrad est une bataille cruciale sur le front de l'Est. Cette défaite renverse la situation. Les Allemands sont contraints de quitter le Caucase. Désormais, la ligne du front se trouve déplacée vers l'ouest, dans les environs de Koursk et de Kharkov.
En Afrique du Nord, depuis novembre 1942, l'initiative et la réussite ont changé de camp. Désormais, ce sont les Alliés qui passent à l'attaque, parmi lesquels les Français libres du général Leclerc. Après avoir traversé la Cyrénaïque, les Alliés entrent en Tripolitaine. Le 23 janvier, à 5 heures du matin, les premiers hommes de la 8e armée britannique entrent à Tripoli. C'est un grand jour pour le général Montgomery, commandant de la 8e armée. À la suite de cette victoire, il sera élevé à la dignité de maréchal. La poursuite britannique ne s'arrête pas là. À la fin du mois, la 8e armée britannique atteint la frontière tunisienne. « 8 février, front de l'Est. Première contre-offensive soviétique aux alentours de Koursk. » 8 février, Birmanie. Premier raid des Chindits. 14 février, Tunisie, contre-offensive des forces de l'Axe. 18 février, Allemagne, Goebbels appelle à la guerre totale. Après le succès de Stalingrad, l'offensive de l'armée rouge s'amplifie. Le 8 février commence la première attaque en direction de Koursk. Au sud du front, l'objectif principal de Staline est de s'emparer de Kharkov, défendu par le premier corps d'armée blindé SS. Une fois encore, Hitler exige de défendre la ville à tout prix. Le 14 février, les Soviétiques atteignent les faubourgs de Kharkov. Le lendemain, ils attaquent les arrières de l'armée allemande. Le commandant en chef du premier corps d'armée allemand, le général Hauser, attend en vain l'ordre d'évacuer la ville. Comprenant que la situation est dramatique, il décide d'abandonner Kharkov aux Soviétiques. Cette désobéissance sauve ses troupes, qui, un mois plus tard, pourront investir à nouveau la ville. Le 8 février, en Birmanie, les Chindits effectuent leur premier raid. Il s'agit d'unités commando britanniques qui s'infiltrent sur le sol birman à partir de l'Inde. Leur mission consiste principalement à mener des actions de diversion dans les territoires occupés par les Japonais. Le nom de Chindits vient des statues ailées qui gardent les temples bouddhistes de Birmanie. L'initiateur et le chef de ces commandos de la jungle est le général britannique Ordey Wingate. Malgré des pertes élevées, la première action des Chindits, effectuée par la 77e brigade de l'armée indienne, prouve son aptitude au combat dans la jungle. Le 14 février, en Tunisie, commence la contre-offensive des forces de l'Axe. La première attaque
et confiée à la 5e Panzerarmee du général von Arnim. Le lendemain, les unités de Rommel entrent en action. Cette attaque, très bien coordonnée, repousse l'armée américaine vers la frontière algérienne. Au prix de lourdes pertes, les Américains parviennent à stopper l'offensive de l'Axe. Le 24 février, Rommel est nommé commandant en chef du groupe d'armées Afrique. Le 18 février, suite à la défaite de Stalingrad, le ministre de la propagande Goebbels annonce le début de la guerre totale. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Les festivités du Jour des Héros en mars 1943 ne parviennent pas à dissiper les doutes qui s'installent en Allemagne. Après la défaite de Stalingrad, Hitler déclare « Si les Allemands perdent, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'un avenir meilleur ». Les chiffres officiels des pertes sont systématiquement sous-évalués pour ne pas faire sombrer le moral de la population. Mais personne n'est dupe. Hitler avait redonné la fierté à son peuple par des victoires éclatantes. Le désastre de Stalingrad plonge son peuple dans la torpeur. « 6 mars, front de l'Est, contre-offensive allemande à Kharkov. » 31 mars, à Auschwitz, l'extermination des Juifs devient systématique. Le 6 mars, le 1er corps d'armée blindé allemand et la 4e armée commencent une contre-offensive. Le socle de l'attaque est constitué par les divisions SS d'élite Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich et Totenkopf. La brillante manœuvre d'encerclement se solde par la reprise de Kharkov. Le 16 mars, les Allemands franchissent à nouveau les portes de la ville. Au nord de Kharkov, des combats acharnés opposent l'armée rouge et la division Großdeutschland qui attaque la ville de Belgorod. La division allemande parvient à repousser les soviétiques sur l'autre rive du fleuve Donetsk. Cette contre-offensive allemande coûte à l'armée rouge 52 unités tactiques, dont 7 corps d'armée blindés et 2 corps d'armée de cavalerie. Cette bataille permet aux Allemands de déplacer la ligne du front de 150 km vers l'est. La mission suivante consiste à rompre la ligne du front soviétique aux alentours de Koursk. En mars 1943, la cadence des déportations de Juifs à Auschwitz s'intensifie. La liquidation du ghetto de Cracovie et les déportations d'hommes, de femmes et d'enfants de toute l'Europe occupée se succèdent. Face à un tel afflux, les Allemands renoncent au recensement méticuleux des déportés. Des wagons entiers sont dirigés directement vers les chambres à gaz. Quelques-uns, dirigés vers les baraques, sont en sursis et tatoués d'un numéro sur l'avant-bras. Pour augmenter la cadence d'extermination, les nazis ouvrent à Auschwitz 4 nouvelles chambres à gaz et 4 fours crématoires.
7 avril, Tunisie, jonction anglo-américaine. « 13 avril, découverte de charniers dans la forêt de Katyn. » 18 avril, Varsovie, liquidation du ghetto. 28 avril, Atlantique. Les U-booteux attaquent le convoi ONS-5 britannique. En Tunisie, le 6 avril, l'armée de Montgomery fait sa jonction avec les troupes américaines. La situation de l'Afrika Korps devient périlleuse. Le 13 avril, Radio Berlin annonce la découverte d'un charnier d'officiers polonais à Katyn. Elle accuse l'Union soviétique en donnant pour preuve des documents trouvés sur les cadavres. Avant les grandes chaleurs de l'été, plus de 4000 corps sont exhumés. Pour maintenir leur lien avec Staline, les puissances occidentales ne veulent pas le rendre responsable de ce massacre. Elles répliquent unanimement qu'il s'agit d'une manipulation de la propagande nazie. Pour parvenir à la solution finale de la question juive en Europe, les nazis soignent les apparences. Le camp de concentration modèle est le ghetto de Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Il constitue un décor idéal pour les équipes de la propagande allemande qui filment soigneusement la vie heureuse de la communauté juive internationale. Le 18 avril commence la liquidation du ghetto de Varsovie. À leur grande surprise, les Allemands sont accueillis par des coups de feu. Le général SS, Jürgen Stroop, donne l'ordre de liquider immédiatement et sans pitié toute résistance. Les unités SS, soutenues par des bataillons de police et des auxiliaires lettons et ukrainiens, mettront du temps pour venir à bout des 3000 résistants garçons et filles, menée par Mordechai Anielewicz. La résistance du ghetto ne cesse qu'en mai, avec la mort du dernier carré de combattants. Le ghetto est alors entièrement brûlé par les SS. Les derniers bâtiments fument encore 3 mois plus tard. D'après Stroop, 7000 Juifs sont morts au combat. Autant ont été ensevelis sous les gravats et ont péri dans les incendies. Plus de 50 000 Juifs arrêtés lors de la liquidation du ghetto sont déportés vers le camp d'extermination de Treblinka. Le soulèvement du ghetto devient le symbole d'une lutte courageuse contre la barbarie nazie. Tous les immeubles du ghetto sont méticuleusement rasés. Le premier acte de cette destruction est le dynamitage de la plus grande synagogue de Varsovie. À la fin avril, la situation des sous-marins allemands ne se présente pas sous les meilleurs auspices. En avril, seuls 18 nouveaux bâtiments sont sortis de chantier, alors que 15 U-booteux ont été perdus. Malgré cet affaiblissement,
plusieurs dizaines des U-booteux participent à l'attaque du convoi ONS-5 qui compte 42 bateaux. L'attaque est un succès. 13 bâtiments alliés sont envoyés par le fond. Toutefois, ce succès coûte cher à la Kriegsmarine, qui perd 7 U-booteux. « 13 mai, Tunisie, capitulation des forces de l'Axe. Mai, Allemagne, réorganisation de l'armée allemande. « 24 mai, Atlantique, la suprématie allemande vacille. 28 mai, Yougoslavie, première pression de Staline sur les Alliés. En mai 1943, la campagne en Afrique du Nord touche à sa fin. À cette dernière phase participe la première armée américaine et la 8e armée britannique. Les Allemands ne sont plus en mesure de faire face à la suprématie alliée. Le 7 mai 1943, la résistance des forces de l'Axe dans la région de Bizerte et de Tunis s'effondre. Le 13 mai, les forces de l'Axe capitulent. Plus de 250 000 soldats, dont plus de 100 000 Italiens, sont faits prisonniers. En Allemagne, les difficultés sur le front de l'Est nécessitent de renforcer l'armée et de créer des nouvelles unités. De plus en plus d'étrangers combattent dans les rangs de la Waffen-SS, notamment des Bosniaques et des Ukrainiens. Au printemps de l'année 1943, sont créées la 13e division SS de montagne Handschar bosniaque et la 14e division SS de grenadiers ukrainiens Galicie. C'est le Reichsführer SS Heinrich Himmler qui supervise lui-même le recrutement. En 1944, dans la Waffen-SS, combattront des unités de tous les pays de l'Axe et des Volksdeutsch des pays occupés. Les grandes pertes des U-booteux obligent l'amiral Dönitz à limiter la participation des sous-marins dans les attaques de convois. Les victoires alliées sont dues en particulier à la protection aérienne et aux nouveaux radars, ce qui provoque un changement dans la stratégie allemande. La tactique la plus efficace jusqu'alors, les attaques en surface, provoque de trop grandes pertes. En 1942, la Kriegsmarine avait perdu 88 U-booteux. En mai 1943, on en est déjà à 245. Dans le même temps, aux États-Unis, 4 jours et demi suffisent pour fabriquer un sous-marin. Après la perte de 40 U-booteux en 3 semaines, Dönitz retire sa flotte sous-marine de l'Atlantique. Le 28 mai 1943, la mission militaire britannique arrive en Yougoslavie. Elle se laisse convaincre que les partisans communistes de Tito, soutenus par l'Union soviétique, sont militairement plus efficaces que les Tchetniks de Mikhailovitch, soutenus jusqu'alors par la Grande-Bretagne. Ceci constitue pour Staline une première victoire politique concernant la future zone d'influence de l'URSS.
1er juin, Tunisie, Churchill fête la victoire alliée. Le Premier ministre britannique tient à visiter personnellement des unités victorieuses en Afrique du Nord. Le 1er juin 1943, il arrive à Carthagène, où il est accueilli avec enthousiasme. La fin de la guerre en Afrique du Nord permet aux forces alliées de préparer le débarquement en Italie. C'est la Sicile qui est choisie comme le lieu de l'attaque. Cette décision, prise lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, répond à un double objectif: sécuriser la Méditerranée et réduire la pression allemande à l'Est en ouvrant un nouveau front en Italie. Face à la menace alliée, l'état-major germano-italien renforce les positions de l'Axe en Sicile, en Corse et en Sardaigne. Fidèle à ses déclarations fracassantes, Mussolini annonce « Si l'ennemi débarque en Italie, il sera exterminé jusqu'au dernier homme. S'il occupe un lambeau de la patrie, ce sera dans une position horizontale et pour toujours. » 4 juillet, Gibraltar, mort du général Sikorski, le Premier ministre polonais en exil. « 5 juillet, Koursk, début de l'opération Citadelle. » 10 juillet, Sicile, débarquement des forces alliées. Le Premier ministre du gouvernement polonais en exil, le général Sikorski, était pour la Pologne ce que le général de Gaulle est pour la France. En juin, il part inspecter les troupes polonaises au Proche-Orient. Sur le chemin de retour, à Gibraltar, son avion s'écrase. Seul le pilote tchèque de l'appareil survit à cette catastrophe. La mort de Sikorski est loin d'être élucidée. Au lendemain de la catastrophe, personne ne veut croire à un accident. Depuis la découverte de Katyn, la cause polonaise devient un sérieux problème diplomatique entre la Grande-Bretagne et l'URSS. Or, la mort de Sikorski arrange aussi bien les Soviétiques que les Britanniques. Les Britanniques sont embarrassés par le pacte signé avec la Pologne en 1939, qu'ils seront obligés de bafouer ouvertement afin de contenter l'allié soviétique. Staline exige de plus en plus ouvertement de conserver les territoires polonais annexés lors de l'exécution du traité Ribbentrop-Molotov. En juillet, sur le front de l'Est, les Allemands lancent l'opération Citadelle qui a pour but de réduire une poche du front, le fameux saillant de Koursk. L'armée soviétique, malgré de grandes pertes, reste puissante. Le front central et le front de Voronezh comptent 11 armées. La réserve du général Konev et 2 armées aériennes soutiennent les blindés soviétiques. En tout, les soviétiques disposent de plus de 1 300 000 hommes, de 8 400 chars, de 26 000 canons et de 3 500 avions. Plus du double des forces allemandes. Et ceci sans compter les unités de partisans qui, sans merci, attaquent les arrières de l'ennemi. L'attaque allemande commence le 5 juillet à l'aube. Les groupes d'armées de von Klug et de von Manstein, soutenus par la 4e flotte de la Luftwaffe, attaquent en direction du front. Les nouveaux chars Panthère et Tigre sont engagés dans la bataille.
la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale débute le 12 juillet. Malgré la configuration du terrain, une plaine parfaite pour les blindés, les nouveaux engins allemands ne réussissent pas à faire la différence face à des chars soviétiques moins perfectionnés mais plus rapides. Les mines anti-chars soviétiques font des ravages dans les rangs allemands. C'est von Manstein qui s'enfonce le plus loin dans les lignes ennemies, mais ce gain de 50 km ne suffit pas. Sur le terrain, la situation de la Wehrmacht devient critique. De plus, le débarquement allié en Sicile va prendre Hitler au dépourvu. Le 13 juillet, à contre-cœur, il donne l'ordre d'arrêter l'opération Citadelle. Il lui faut déplacer ses unités vers le front de l'Italie. Lors de la bataille de Koursk, les pertes sont énormes, des deux côtés. L'armée rouge perd 73% de ses blindés et 46% de ses avions. Les Allemands perdent respectivement 40% de leurs blindés et 10% d'avions. Mais si les pertes allemandes paraissent bien plus faibles, la Wehrmacht est à bout de souffle. La Wehrmacht ne dispose d'aucune réserve disponible. Dans cette configuration, la victoire des panzers allemands se transforme en défaite, lourde de conséquences. Koursk marque le vrai tournant dans la guerre à l'Est. Après cette bataille, les Allemands perdent irrémédiablement leur initiative stratégique. Pour l'armée rouge, Koursk est une excellente école d'application pour le maniement coordonné de l'arme blindée et de l'artillerie. Le 10 juillet, la 7e armée américaine du général Patton et la 8e armée britannique du général Montgomery débarquent en Sicile. En tout, près de 500 000 hommes, soit 2 fois plus que les défenses germano-italiennes. Après 2 semaines de combat, les unités de Patton pénètrent dans Messine. Cette défaite provoque la chute de Mussolini le 25 juillet et le renforcement de la présence allemande en Italie. « 23 août, front de l'Est. L'armée rouge libère Kharkov. » La première conséquence directe de la défaite allemande dans le saillant de Koursk est l'offensive soviétique sur Kharkov. Déjà, en juin et juillet, l'armée rouge avait réussi à faire quelques brèches dans les lignes de défense allemandes au nord de la ville. Malgré le renfort des divisions blindées SS, l'armée allemande est menacée d'encerclement. Conscient du danger et soucieux de préserver son groupe d'armées, von Manstein réclame au Führer l'accord pour évacuer ses unités. Le 22 août 1943, l'armée quitte la ville. Le lendemain, Kharkov est de nouveau soviétique. « 3 septembre, Italie. Le débarquement allié en Calabre. Après leur victoire en Sicile, les Alliés s'attaquent à la botte italienne. Le 3 septembre, la 8e armée britannique débarque en Calabre. Le lendemain, la 5e armée américaine débarque sur les arrières des forces allemandes, à Salerne, au sud de Naples. Le même jour, les Britanniques s'emparent de Tarente. L'acte de la capitulation de l'Italie est déjà prêt, rédigé en secret, à l'insu d'Hitler. Lorsqu'il est rendu public, les Allemands désarment les forces italiennes et s'emparent de tous les points stratégiques importants de la péninsule.
La marche de la 8e armée de Montgomery vers le nord de l'Italie s'accélère. Le 16 septembre a lieu la jonction des armées britanniques et américaines. Les Britanniques s'installent le long de la côte adriatique, tandis que les Américains longent la côte tyrrhénienne en direction de Naples. La situation politique en Italie se complique. Le 12 septembre, Mussolini est libéré de son lieu de détention à Gran Sasso par un groupe de parachutistes allemands sous le commandement d'Otto Skorzeny. Il prend la tête de la République sociale italienne à Salo, sur le lac de Garde. « 1er octobre, Italie. L'armée américaine entre à Naples. « 6 octobre, front de l'Est, l'armée rouge traverse le Dniestre. Sur le front italien, les Britanniques libèrent Foggia. Les Américains entrent à Naples. Naples, bombardé, est totalement détruit et presque entièrement brûlé. Dans les 15 premiers jours d'octobre, les Alliés atteignent Volturno et Caserte. Cette progression est brutalement arrêtée. D'une part, les Allemands ont réorganisé leur système de défense en s'arc-boutant sur des lignes fortifiées. D'autre part, les pluies d'automne transforment les routes en bourbiers. Sur le front de l'Est, en octobre, tous les efforts de l'armée rouge se concentrent sur le Dniepr. Les soviétiques réussissent à rompre les lignes allemandes dans certains endroits. Aux alentours de Kiev, la brèche dans la ligne du front va permettre à l'armée rouge de libérer la capitale de l'Ukraine. « 5 novembre, Pacifique, bataille de Tarawa. » 6 novembre, front de l'Est, libération de Kiev. 22 novembre, Égypte, conférence du Caire.
29 novembre, Iran, conférence de Téhéran. Le 5 novembre, par une attaque sur Bougainville, commence une offensive américaine dans le Pacifique. Le 20 novembre, la bataille de Tarawa inaugure l'invasion des îles Gilbert. Ces deux opérations permettent aux Américains de perfectionner la tactique des opérations de débarquement. Sur le front de Birmanie, l'état-major américain peaufine la stratégie d'attaque combinée en direction de l'Inde et de la Chine du Sud. L'armée rouge continue son offensive sur le Dniestre. Le 6 novembre, Kiev est libéré. Une semaine plus tard, les soviétiques s'emparent d'un important nœud ferroviaire, Jitomir, mais une contre-attaque allemande les repousse. En même temps, en Crimée, l'armée rouge isole les forces allemandes à l'extrémité de la presqu'île. Les deux conférences interalliées, celle de Téhéran et celle du Caire, ont pour objectif de préciser la stratégie commune dans la lutte contre les forces de l'Axe. Au Caire, du 22 au 26 novembre, se rencontrent tous les hauts dirigeants militaires américains et britanniques. Voici le chef de l'état-major américain, le général George Marshall. Le chef de l'état-major britannique, le général Alan Brooke, et le commandant en chef de la RAF en Méditerranée, le maréchal Arthur Tedder. Si la conférence du Caire, à laquelle participent le président Roosevelt, Churchill et le chef du Kuomintang Chiang Kai-shek, parvient à définir les grandes lignes d'une coopération militaire, elle ne leur permet pas de forger une position commune avant la conférence avec Staline, qui a lieu une semaine plus tard à Téhéran. Le sommet de Téhéran dure 4 jours, du 29 novembre au 1er décembre. C'est la première rencontre au sommet entre Staline, Churchill et Roosevelt. À l'époque, des unités soviétiques et britanniques stationnent en Iran. Les conversations dans les couloirs ont autant de valeur que la conférence elle-même. Voici l'entretien entre le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Anthony Eden, et son alter ego américain, Frank Roberts. Lors de la conférence, les tensions à venir sont difficiles à anticiper. Les Alliés prennent la décision d'ouvrir un second front en Europe afin d'accélérer l'écrasement du régime hitlérien et de soulager l'armée rouge à l'Est. On évite cependant soigneusement toute question délicate pour l'Union soviétique. L'indulgence générale envers Staline est manifeste. En signe de reconnaissance pour la bataille de Stalingrad, le Premier ministre britannique offre à Staline une épée d'or. Voici le maréchal Vorochilov, président du comité de la défense de l'Union soviétique. La conférence de Téhéran entérine le rôle prépondérant de l'Union soviétique dans la politique internationale. L'indulgence des Occidentaux envers Staline va jusqu'à la violation de la Charte atlantique. Toutes les exigences de Staline au sujet des frontières de la Pologne semblent acceptées.
10 décembre, Italie, bataille de Sangro. « 31 décembre, front de l'Est, libération de Jytomyr. En décembre 1943, le mauvais temps, la pluie et le terrain montagneux ralentissent la progression des armées alliées en Italie. Les lignes de défense allemandes, la ligne Gerhardt et la ligne Gustav, sont renforcées. L'arrivée en Italie du corps expéditionnaire français et du 2e corps d'armée polonais renforce le potentiel allié et prépare l'attaque en direction de Rome. La 5e armée américaine tente d'abord de rompre la ligne Reinhardt. Après des combats acharnés, les forces américaines et le corps expéditionnaire français réussissent à atteindre le fleuve Garigliano. La 8e armée britannique remporte des succès sur la côte adriatique où la ligne Gustav est rompue. Sur le front de l'Est, les batailles les plus acharnées ont lieu à l'ouest de Kiev. Le contrôle du nœud ferroviaire de Jytomyr nécessite l'implication du premier front ukrainien du général Vatutin. Cette grande et meurtrière contre-offensive se termine le 31 décembre par la prise de la ville par les Soviétiques. Si en Ukraine, la progression du front est rapide, au nord, en Biélorussie, les soviétiques se heurtent à une forte résistance. Le groupe d'armées Centre maintient ses positions. L'armée rouge ne peut qu'effectuer ici et là des petites opérations de reconnaissance. Peu à peu, sur le front de l'Est, on distingue clairement deux parties. Le sud, où l'offensive de l'armée rouge est très rapide, et le nord, où la situation ne changera qu'en 1944.